Alors, donc, bienvenue à ce symposium qui s'intitule Le bébé et la création. Nous allons donc entendre 4 présentations à la suite qui seront suivies d'échanges et de questions avec le public. Alors, pour démarrer, donc, nous allons entendre Maya Gambis avec une présentation intitulée Le bébé est-elle une forêt, suivie du propos d'Erika Parlato Oliveira qui s'intitule La création d'art chez le bébé. Ensuite, donc, nous aurons le plaisir d'entendre Thierry Lafont, Manuel Lianc de Romero, autour d'une présentation qui s'intitule Le bébé danseur ou des pistes pour reconnaître la danse des bébés. Et enfin, donc, nous aurons le plaisir d'entendre Mariana Negri, Thierry Lafont, toujours, Betania Parisi, donc à plusieurs voix à la suite, autour d'une présentation qui s'intitule Bébé, notre musicien et compositeur. Voilà, je vous laisse la parole. Donc, je voudrais bien remercier toute l'organisation des BECO. Merci de donner l'occasion et d'échanger l'horaire, etc., pour bien participer. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a fait beaucoup d'efforts pour être ici. Il y a quelques membres de l'équipe qui sont restés sur la route, mais on a le soutien de tous les groupes. Et je remercie aussi au CEREP Fimenton qui a aussi nous soutenu dans cette démarche de présenter des résultats partiaux du Baby Lab du CEREP Fimenton. Donc, comme c'était déjà annoncé, nous avons 4 temps et après, on a un moment d'échange aussi avec la salle qui, je pense, qu'ils vont encore arriver après les déjeuners. Voilà. Donc, on commence par Maya Gambis. Merci Erika. C'est à mon tour de remercier Beko pour cette invitation au comité d'organisation pour présenter mes travaux de recherche en cours. Je dis bien en cours. Et je suis contente d'être là aussi avec ma directrice de thèse, Erika, ainsi qu'avec mes collègues du Baby Lab CEREP Fimonta. Voilà. Donc, je commence. Est-ce qu'on voit bien derrière? OK. Alors du coup, OK. Le titre que je propose pour ma présentation est Le bébé est-elle une forêt? La création au-delà de la créativité. Je vais lire mon texte parce que c'est une grande première pour moi se présenter dans un colloque, mais je vais essayer d'aller doucement et de vous regarder quand même. Voilà, donc le sous-titre, La création de la créativité, je l'emprunte à l'anthropologue Tim Ingold lors d'une conférence réalisée en 2023. Ok, je commence par cette citation qui est affichée derrière moi. C'est une citation d'Alexandre von Humboldt, naturaliste et explorateur européen pionnier des tropiques d'Amérique latine vers 1800, le nouveau continent, en particulier la forêt amazonienne du Venezuela, puis les Andes en Équateur. Peut-être que je précise que je suis franco-vénézuélienne et que j'habite en Équateur. Pour ça, enfin, pas forcément, mais peut-être que c'est pour ça que j'ai un rapprochement à la forêt, que je fais un parallèle entre le bébé et la forêt. Euh, voilà. Donc, je suis artiste visuelle et je suis psychologue clinicienne aussi. Enfin bon, voilà. Donc, je lis la citation. Il est bien plus difficile d'observer correctement que la plupart des hommes ne l'imaginent. Voir n'est pas nécessairement observer. Le linge blanc au centre dans les deux photographies mises en dialogue côte à côte cherche à jeter la lumière sur un savoir voilé chez le bébé comme dans la forêt. Proches et lointains à la fois, ils brillent par leur absence, invisibilisés sous notre regard, recouverts de notre imaginaire. Tantôt sacrés, tantôt désacralisés, nous sommes habitués à parler pour eux et non pas vraiment avec eux. Que disent-ils? Qui est le nouveau-né, figure du drapage par excellence? Que se cache-t-il dans la densité de la forêt? Un jeu inaugural de cache-cache, j'avance que c'est par le revers du regard que nous pouvons véritablement les découvrir. Je propose donc un parallèle entre le bébé et la forêt pour nous aider à mieux approcher le bébé réel en vue d'éclairer son potentiel créateur psychique
source de créativité. Je plaide d'emblée pour un état de création élémentaire. Au fondement de ma réflexion, donc, je soutiens que le bébé, comme la forêt, a une vie psychique. Le bébé, comme la forêt, est doté de savoir. Le bébé, comme la forêt, a un goût raffiné. Le bébé, comme la forêt, est un connu inconnu. Le bébé, comme la forêt, est fondamentalement créatif. J'aborderai ces énoncés de manière transdisciplinaire à l'intersection de la psychanalyse, l'anthropologie et l'art. Et il y a aussi un peu de biologie de l'évolution, en les regroupant sous trois axes qui s'enchevauchent: observation, langage et création. Ça va jusqu'à maintenant? Vous me suivez? Ok. Parfait. Alors, premier axe, observation. Winnicott proposait que ce que voit le bébé dans le visage de la mère, miroir vivant, est généralement lui-même. Bébé météorologue, il guette dans l'autre maternelle l'humeur du jour. Entre pluie et beau temps, la mère suffisamment bonne que Winnicott dépeint est comme une mère terre. En quichua ou en espagnol, on dit Pachamama, qui berce son bébé, celui-ci se créant à son image sous son ciel changeant. Malgré l'évidence que le bébé nous interpelle de tout cœur, nous avons tendance à le considérer comme un être passif, à civiliser, humaniser. Nous voyons la forêt de la même façon, vierge, sauvage, à cultiver. Et si nous changions de perspective? Erika Parlato Oliveira, dans son ouvrage Le bébé et ses savoirs, démontre que le bébé s'exprime dès le départ avec tout son corps, faisant état d'un langage intentionnel, multimodal, dirigé vers autrui. Il nous revient à nous, adultes, cliniciens, de trouver les chemins pour l'apprécier à sa juste valeur comme personne à part entière. Grâce à des expériences récentes, il est aujourd'hui plus reconnu que le bébé a un surplus de savoir qu'il est pur en fonction de son contexte, famille, langue, coutume, etc. Nous parlons d'un développement du plus vers le moins, où les capacités du bébé, largement sous-estimées, continuent de nous émerveiller. Oui, je pense. Quelqu'un ce matin a dit émerveiller, c'est ça, hein, le mot qu'on retrouve chez le bébé, qu'on essaie de retrouver chez nous. Non. Ah, il faut toucher. Ah, ok. Parfait, merci. Donc, je continue. En fait, vous pouvez regarder les images. Je vais parler sur les images. Observer le bébé. Observer le bébé, tout comme observer la forêt, nous ancre dans le présent et aiguise nos sens. Je dirais que pour aller à la rencontre du bébé comme de la forêt, il nous faut de nouveaux yeux d'explorateurs qui rappellent les yeux grands ouverts du bébé au contact avec le monde. Dans un renversement de rôle, le bébé est notre maître en matière d'observation. Il nous réapprend à voir. L'immersion dans la forêt nous sensibilise d'une façon semblable, je trouve. Cette posture sans a priori théorique qui cherche à faire tant que possible tabula rasa, comme disait Geneviève Hague, au devant de la clinique, est un préalable à la redécouverte de nos sujets. Freud nous en donne un exemple historique et ouvre la voie quand il observe son petit-fils, alors âgé de 18 mois, et se laisse surprendre par son activité spontanée en temps réel. Le Fordat tombe comme une révélation. Ce bébé, connu, inconnu, un inquiétant étranger, qu'a franchi le refoulé, à différencier du bébé théorique, reconstruit après coup par les patients, a un savoir intuitif sur soi et les autres qui ne peut être réduit à ses capacités cognitives croissantes. Les bébés savent. Et là, je dois faire play. Ok, c'est bon. Le bébé rené de l'observation directe est un révolutionnaire, une chance pour la psychanalyse selon Bernard Gols.
Il sort de l'ombre et provoque les interactions avec son entourage. Je cite ici Marie Couvert, psychanalyste. Le bébé regarde et regardé se fait regarder. Son appétit relationnel convoque le tiers au rendez-vous. Nous passons de l'infance, celui qui par excellence ne parle pas, au nourrisson savant, mis en scène par Léonard de Vinci dans la Madone Lita, la Vierge qui allait en 1490. Ce bébé exposé, qui tient tête au tiers, se présente sous le pinceau de l'artiste, indice à l'appui, comme pièce magistrale de la triade. Loin d'être l'appendice du corps maternel, il est la graine du savoir en même temps qu'il incarne la création. Vierge à l'enfant ou enfant en état de création. Les yeux rafraîchis, les albums photos de famille revisités, il est poignant de voir comment les bébés font boucle pulsionnelle des relations auxquelles ils participent et vitalisent les échanges qui les concernent. D'un air imposant, ces bébés laissent retentir qu'ils ont toujours eu leur point de vue à eux. Il suffit de les écouter. C'est cette qualité d'écoute fine, hypersensible à tout ce qui bouge et respire, qui radicalise l'altérité, qu'amène Humboldt à affirmer que les plantes parlent elles aussi par un langage visuel que nous pouvons entendre avec nos yeux. Le bébé et la forêt, soutenus par notre regard complice, élargissent le champ du langage, gommant la ligne entre culture et nature. Je passe au deuxième axe, langage. Cet élargissement du langage est clé pour le pont que nous cherchons à faire entre bébé et forêt, culture et nature, créativité et création. Pour Eduardo Kohn, anthropologue, admettre que les forêts pensent exige un effort de décentrement anthropocentrique et un retour au signe, en tant que vaisseau de communication entre vivants qui sous-tend le symbolique. Là où le signe est unifiant, toute espèce confondue, le symbolique est auto-excluant pour l'homme. Kohn s'appuie sur Charles Peirce, philosophe du 19e siècle, père de la sémiotique. Ce qui vit est capable d'apprendre par l'expérience et ainsi de mûrir. Je suis donc, je pense. La sémiotique est une piste qui nous incite à explorer les racines du langage, à puiser l'archaïque dans ses coutures, les vocalisations du bébé, le chant des oiseaux s'offre comme porte d'entrée vers l'originaire. Lacan écrit « Ce qu'on sait faire avec la langue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au titre du langage. La langue peut-elle s'étendre aux enveloppes sensorielles ? Portés hors mots, on comprend que les sons énigmatiques, émis autant du côté humain que non humain, ne sont pas aléatoires. Il y a une cadence manifeste dans la prosodie du babil qui laisse place à l'autre. L'appel sublimé, transmis jusqu'à nous, rassemble un mélange de besoins et de désirs, de besoin et de désir d'être perçu. Darwin, inspiré par Humboldt, avait bien vu que l'adaptation programmée au service de la survie n'explique pas tout dans la nature. L'affinité au beau, qu'alimente l'attraction spontanée entre espèces, est une force subjectivante puissante qui pimente l'évolution. Sinon, comment expliquer des phénomènes insensés, farfelus, qui vont jusqu'à mettre en péril le bien-être individuel ou celui d'un groupe ? La vue d'une plume dans la queue d'un paon, chaque fois que je la regarde, me rend malade, aurait fameusement exclamé Darwin. Un autre cas déroutant, connu des amateurs, est le paradisier superbe.
Richard Prom, biologiste, reprend les idées controversées de Darwin sur la sélection sexuelle. Il offre une définition contemporaine de la beauté qui cherche l'approbation scientifique. La beauté n'est pas seulement une attraction, la beauté est une attraction coévoluée dans laquelle les préférences et les objets de préférence se sont façonnés au fil du temps. Ainsi, les animaux peuvent jouer un rôle distinct et vital dans leur propre évolution à travers leurs choix sexuels et sociaux. Arbitraire ne veut pas pour autant dire accidentel, souligne Prom. Nous retenons ce point essentiel pour nos propos. Le mode d'expression raffiné des organismes est sine qua non de leur vie psychique et révèle la matrice esthétique du langage. Le bébé et la forêt, avec sa biodiversité, en sont les porte-paroles. Leurs appels et réponses au contact de leur environnement traduisent une préférence pour les formes mélodiques et harmonieuses qui leur font miroir dans une grande danse du vivant. La rythmicité est synonyme de la vie qui se déploie. Nous cherchons à illuminer ce potentiel créateur psychique. Je passe à la troisième axe, j'ai bientôt fini. Troisième axe, création. Je me tourne à nouveau vers l'anthropologie, la création au-delà de la créativité en référence à mon sous-titre emprunté à Tim Ingold. Pour Ingold, la création serait, depuis l'Antiquité, un acte chez l'homme, créateur insufflé par les muses. La créativité, devenue un faux ami, qui élude la question de la source chez celui qui crée, et met l'accent sur la production, l'objet d'art, une marchandise à consommer. La création relève d'un processus en cours, undergoing, la créativité d'un faire avec un début et une fin, doing. Deux états qui chez l'homme se juxtaposent. Le premier cyclique, en perpétuel remaniement le rappel à sa nature. Le deuxième linéaire qui pousse vers l'aboutissement le nous à sa culture. Chaque état, avec sa propre temporalité, dévoile des savoirs distincts, superposés, intriqués dans la langue maternelle. En espagnol, par exemple, on dit d'une femme enceinte, está en estado, elle est en état. La co-création dans la femme enceinte fait état est le mode par défaut qui règne entre vivants. Ça, les photos, j'ai oublié de dire, mais c'est des œuvres à moi. Donc, en parallèle que je travaille le bébé, j'expérimente dans la forêt. Ça fait aussi partie de ma clinique. Donc, voilà. Donc, si le bébé tout seul n'existe pas, la mère non plus, et la nature n'existe pas non plus, dans l'absolu, d'après Philippe Descola notamment. Des constructions de toutes pièces en surface, ils coexistent en profondeur dans un tissage organique qui les excède, animé par un état de création. Un courant en deçà qui fait vague au-dessus et que nous concevons comme la créativité à l'œuvre. Malgré les théories qui prétendent à l'oubli, la culture de l'homme serait avant tout sa nature. Des microcosmes au cosmos, tout ce qui vit se constelle dans un complexe et fragile équilibre. La co-création, fil rouge de la pensée. De Darwin à Freud, de Winnicott à Ingold, de Ferenczi à Léonard de Vinci. Dans cette lancée, Humboldt dessine ses tableaux de la nature et développe la notion d'atmosphère, où chaque tranche latitudinale du paysage correspond à une zone climatique équivalente sur tous les continents. Cette idée de tranche latitudinale résonne avec le travail de Bernie Krause, musicien bioacousticien, et la théorie des niches acoustiques. Je ne sais pas, quelques-uns peut-être connaissent le travail de Bernie Krause. Par le biais d'enregistrements audio de la forêt tropicale, Soundscapes, convertis en spectrogrammes, Krause met en relief comment chaque espèce occupe une fréquence différenciée dans la symphonie des sons dans un grand orchestre naturel, d'où le nom de son exposition à la Fondation Cartier, le grand orchestre des animaux en 2016. Les animaux, grande question, sont-ils tantôt des artistes? Voilà quelques images pour donner à réfléchir, à penser. Et en dessous, le spectrogramme de la forêt tropicale. Et alors, si les animaux sont peut-être des artistes et les bébés, alors, on se demande, grande question, Erika va en parler tout à l'heure. Alors ça, c'est des images d'un travail en cours qu'on va réaliser au Baby Lab et que j'ai commencé un peu en Équateur. C'est des théâtres d'ombre que j'appelle théâtre du vivant.
pour abstraire la forme humaine, mais pas seulement humaine, pas seulement la forme humaine des bébés, sinon faire des tableaux vivants en ombre pour essayer, toute mon idée en fait, c'est d'essayer de voir autrement, avec de nouveaux yeux, euh, pour, euh, pour approcher le monde avec de nouvelles idées. Enfin bon, on pourrait en parler après dans la discussion. Mais voilà, des images des premiers essais de théâtre d'ombre et du vivant. Théâtre d'ombre et donc théâtre du vivant. Un bébé en bonne santé est un chercheur inné qui procède par essai et erreur, creuse les frontières de son corps, premier instrument, sa voix, sa bouche, ses mains, sa peau. Il s'adapte et improvise dans une relation circulaire avec son milieu. La forêt aussi ne cesse jamais de pousser, de se réinventer et de modifier ses structures en accord avec ce qui cohabite avec elle, le tout sujet aux intempéries. Par rapport à l'art et sa valeur clinique, je dirais que l'artiste pointe vers un état créateur potentiel, fond psychique, usant de la matérialité comme support langagier. L'art est en ce sens le fruit de la création, une représentation, et la créativité un mode d'être au présent qui permet de donner chair à un savoir à vif chez le bébé comme dans la forêt, habité pleinement par le ciel étoilé que décrivent les poètes. Voilà, donc une espèce de graphe de comment je m'imagine conceptuellement un état de création, l'état de création, avec un X et un Y. Winnicott conçoit la créativité comme la coloration de toute une attitude face à la réalité extérieure, adossée au développement cognitif. Nous proposons de déhiérarchiser la créativité et, à la jonction de coloration et d'attitude, inscrire l'état de création, affiné par une vitalité constante latitudinale, marquée par X, et une expressivité variable longitudinale, marquée par Y, à fleur de peau, chez le bébé, comme dans la forêt, ondulant au gré du bon vent. En conclusion, l'état de création, pas encore. En conclusion, l'état de création serait une fréquence aux coordonnées invisibles, à l'œil nu, liée au savoir inhérent aux êtres vivants, qui parle déjà un langage potentiel sublimé, sans le détour du symbolique, auquel le bébé, comme la forêt, nous convie. Voilà. Une invitation, je viens de voir un talk, comment on dit, un séminaire, une conférence de Elton Krenak, et ça m'a vraiment parlé, donc je l'ai mis la dernière minute dans la présentation. Donc, une invitation à reforester la pensée, ce sont les paroles d'Elton Krenak, à reforester la pensée occidentale. J'entends ici les mots donc, de Elton, activiste et écrivain, Krenak, peuple autochtone de l'Amazonie brésilienne. En physique, ça m'a paru intéressant, cette idée, la sublimation est le changement d'un état solide à un état gazeux, sans passer par l'état liquide, donc c'est l'inverse de la condensation. Je propose que le bypass du symbolique, qui est si cher aux humains, à nous, est possible aussi. Je pose la question, voilà, l'état de création, un vase communiquant entre bébés savants, plantes parlantes et forêts pensantes, à méditer encore, comme mot et image de fin. Le nouveau-né, ceci est une forêt. Ceci aussi, ça c'est un travail que je poursuis depuis pas mal d'années, enfin voilà, ça parle bizarrement avec le bébé. Avec mes enfants, on s'amuse à envelopper les plantes et voir quelles formes, un peu comme quand on regarde les nuages et on devine les formes dans le ciel. Quelles sont les formes qui ressortent quand on enveloppe un peu, comme je pense aussi à l'artiste Christo qui, il y a quelques années, a enveloppé l'Arc de Triomphe. Voilà, donc un jeu, mais c'est aussi mon travail artistique. Et voilà, Métamorphe Shapeshifters. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention et je cède la parole à Erika. Merci, Maya. Alors, donc, on continue. Hop là, il saute. Ça va? Oui, tout va bien, tout va bien. Ah, merci.
Alors, donc là, on va continuer vers la création d'art chez les bébés. Euh, réorganise là. Donc, pour moi, bon, on a vu qu'il y a tous les logos de tout le monde qui nous soutient et du Baby Lab et où les choses se passent. Alors, pour moi, c'est toujours un dialogue entre la clinique, la recherche et la théorie. Parce qu'on peut, à partir de la clinique, avoir des hypothèses qu'on va tester en recherche et finalement, ça va avoir aussi comme effet des changements dans la théorie. Dans ces cas, moi, en tant que psychanalyste, la théorie psychanalytique, mais on va voir aujourd'hui avec l'idée d'attention, pas que dans la théorie psychanalytique, ailleurs aussi. Pour donner les cadres, donc, on a vu qu'on peut parler des bébés et l'art dans différents aspects. On peut parler de l'importance de l'art pour les bébés, comme on voit dans les livres Les bébés au musée, mais on peut aussi s'émerveiller avec la présence du bébé dans l'œuvre d'art. Ça, c'est une autre possibilité de parler de l'art et bébé, comme fait les centres Pompidou, Milleformes, etc. Mais nous, ici, aujourd'hui, on va souligner, on va mettre en évidence les bébés en tant que créateurs d'art. C'est ça l'idée qu'on veut bien discuter avec vous. Pour ça, il faut considérer qu'on parle déjà d'un bébé qui est créatif, un bébé qui interprète les mondes. Il est doté de langage, un langage qui est multimodal. Donc, parfois, nous, on fait des équivoques entre langue et langage. Donc, on est tous d'accord que les bébés ne parlent pas encore avec des mots, mais ils nous parlent déjà. C'est ça la question. Voilà. Comment ils nous parlent? Tout ça se passe au Baby Lab Serrette Fimentin, a lieu à Paris, qui est soutenu aussi pour l'Institut contemporain de l'enfance, présidé par Bernard Goltz, et l'association Serrette Fimentin, c'est une grande association fondée par Michel Soulet au XXe, qui a plusieurs structures. Et la plus nouvelle structure, en fait, nous sommes les bébés de Serrette Fimentin, parce que les laboratoires de recherche, il y a 18 mois. Donc, c'est tout nouveau. Et nous avons cette euh, spécificité d'être hors université. Donc, ça nous donne vraiment beaucoup d'autonomie parce que je suis aussi directrice des thèses à l'université Paris-Cité et on sait que dans l'université, parfois, les choses prennent beaucoup de temps. Donc, je regarde les collègues qui vivent ça. Donc, on est très, très contente d'être hors, mais quand même, on fait avec. C'est-à-dire, ici, il y a l'équipe qui travaille autour de Beyblade sous ma direction. Donc, nous avons des étudiants qui sont présents. Claire, par exemple, elle est au niveau master. On a d'autres étudiants au niveau doctorat. Donc, ici, Maya et Mariana. On a des postdocs aussi au labo et nous avons des partenariats et nous avons mis des petits drapeaux pour montrer qu'on est vraiment un groupe très transdisciplinaire. Par exemple, chacun vient des formations différentes. En plus, au côté géographique aussi, on est un peu partout dans les mondes. Il nous manque l'Océanie. Sinon, les autres continents, on est là. Voilà. Et ça pour dire qu'à mon avis, on ne fait rien tout seul. Donc, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir tous ces groupes autour des moi et sont des gens très engagés. Et nous avons aussi des partenaires, comme par exemple Thierry Lafont, qui est là aujourd'hui avec nous, donc un artiste, chorégraphe, qui fait partie de la recherche danse et pas que, parce que du coup, il était aussi contaminé par la recherche musique. Donc, on travaille tous ensemble, en fait, tout le temps. Et à mon avis, il y a celui qui ont l'envie, pourquoi pas, prendre le téléphone et flécher les QR codes. Ça va permettre tout de suite d'accéder à 2 épisodes de podcast faits par Zoé Varier.
Et je suis très, très contente de cette possibilité aussi de diffuser vers les grands publics. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment un écart entre les recherches, les résultats des recherches qui sont faites autour du bébé aujourd'hui et la, les connaissances des professionnels de terrain qui sont là avec les bébés et qui normalement n'arrivent pas à trouver ces résultats. Donc, je fais beaucoup ce travail-là de partager les résultats de recherche en discutant quels sont les effets pour les professionnels de terrain. Là, pareil, donc, j'ai mis sur les diapos la revue Spirale chez Iris, où j'ai la chance aussi d'avoir une rubrique à chaque numéro qui s'appelle Dans la tête du bébé. Et ça nous permet de penser ensemble qu'est-ce qui se passe au niveau résultat de recherche, comment elle va avoir des effets. Donc là aussi, pareil, chaque QR code nous ramène à une rubrique publiée chez Iris. Et on parle de ça. Et notre laboratoire, il y a vraiment la mission, les sujets qui nous passionnent, c'est l'intentionnalité du bébé. Donc, on fait des recherches pour montrer, pour vérifier que les bébés ont déjà une intentionnalité. Et on parle d'art dans ces contextes, parce qu'on fait une recherche, des recherches dans ces moments qui sont courts, qu'on va vous présenter par rapport à la danse et par rapport à la musique. Mais comment on considère l'art? En fait, là, on prend de l'art à partir de la philosophie, de la critique d'art, de l'esthétique, pour parler que là, on parle de l'art dans les mêmes contextes que John Dewey parle de l'art conceptuel. C'est pour ça que je choisis de vous montrer ici une œuvre d'art de Craig Martin, 1973, donc ça date quand même, et il nous propose dans cette installation de nous faire voir pas un simple verre, mais en fait un chêne. Donc il y a tout un discours, il nous montre comment c'est possible de transformer la réalité fonctionnelle de l'objet à travers un acte performatif, et ça fait penser qu'un simple verre est devenu un chêne. Et pour moi, donc, c'est ça qu'on voit chez les bébés. La création, c'est pas une option pour les bébés, c'est une condition. Il va en même temps, l'objet est pour les bébés, en même temps qu'il, lui, les bébés, il devient un être avec l'objet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la bande de Moebius qui nous permet de voir les dedans, les dehors, mais tout se passe en même temps. Donc, les bébés vont devenir être avec l'objet. L'extérieur, c'est ce qui fait lui en même temps qu'il, lui, il s'est fait sujet. Donc, c'est cette transformation en continu qu'on voit chez les bébés. Et là, je vous propose donc de voir qui peut-être, voilà, c'est une question, on est prêt à discuter, qui peut-être de la même façon qu'on a vu un objet qui est transformé en autre chose, parfois, si vous avez l'habitude à côté des enfants, c'est assez souvent qu'un enfant peut, au moment qu'il commence à être exposé à des ustensiles, par exemple, il va prendre une cuillère, il va la faire tourner. Et nous, les adultes, on fait quoi? Ah, mais non, c'est pas pour ça, il faut pas, là, c'est pas les moments de jouer, hein. Donc là, la cuillère, c'est pour manger. Donc, à mon avis, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? On va limiter les possibilités du bébé, qu'on ne fait pas avec l'art. L'artiste, il a le droit de transgresser, mais parce qu'il connaît déjà les règles. Et nous, on va soumis les bébés à des règles pour dire ça, c'est pas possible. Et après, en adolescence, on demande où est la créativité. Ça, c'est un autre truc. Mais voilà, pourquoi pas penser que les bébés, il est là tout le temps en train de créer des choses. Donc, pour moi, on va vers à la recherche de la créativité perdue. On est là, c'est ça qui se passe. Donc, pour chercher si on peut faire, on peut vérifier que les bébés, ils font déjà de la chorégraphie, ils font déjà du son, on développe dans ce moment du recherche au Baby Lab. Donc, on va parler un petit peu de ces deux recherches. Voilà. On commence par la danse. Donc, peut-être j'invite Thierry à mon côté. Et je ne sais pas si l'autre micro ne marche pas, Thierry. Peut-être. Oui.
Donc, on peut prendre, comme ça, tu peux te mettre où tu veux. Donc, on commence alors sur la recherche danse. Et là, on a Manuela avec nous, qui n'est pas là, qui est restée sur la route. Laure aussi, elle est perdue sur la route, mais nous avons Mariana Negri qui est là, Thierry Lafont et moi-même qui on s'engage dans cette recherche sur la danse. Je vous passe la parole, Thierry. Euh, c'est pas prendre note. Oui, il aime bien bouger, c'est un danseur. Voilà. Oui, donc, vous m'entendez? Oui. Non. Bah, Non, sinon, est-ce que je parle comme ça? mais c'est enregistré. C'est pour ça l'importance. Oui, on est bien là. Oui. Ah non, je vais perdre ça. Non, mais je vais faire avec le micro. Ça va? C'est quoi? Ça, regarde, ça va? Ça marche pas, je suis désolée. Et là, c'est bon. Ces micros-là marchent. Et l'autre? Voilà, là, ça devrait marcher. Donc, l'idée, c'est quand on commence à parler de danse avec les tout petits, il y a plein de choses qui se passent chez les adultes. Qu'est-ce que c'est que danser? Voilà. Et on a tous des images parce qu'on est des adultes, on a tous des références. Et donc, la question qui s'est posée pour moi en tant que danseur et chorégraphe, c'est comment on lit la danse et du coup, comment les enfants peuvent lire la danse et pourquoi aussi les bébés ont un rapport très fort avec le danseur, avec le corps qui bouge. Voilà. Et donc, la question de se dire que la danse est construite avec des éléments de langage très simples à identifier, qu'on peut regarder. Et moi, je me suis servi de tout ça pour proposer, analyser les documents que nous avons filmés avec les enfants et donc commencer à changer aussi le regard. Parce qu'en fait, danser, souvent, c'est reproduire quelque chose. Et moi, en tant que danseur, ce que j'aime, c'est inventer. C'est rendre possible l'impossible. C'est-à-dire imaginer, et là on rejoint aussi un petit peu ce qui se passe avec les tout petits, c'est-à-dire faire de l'inconnu dans du connu. Donc je bouge un bras, je pourrais le bouger, de toute façon j'ai une articulation, je peux pas le bouger de différentes façons. Par contre, je peux le bouger comme ça, c'est connu, mais si je le bouge comme ça devient inconnu, et pourtant, c'est la même chose. Voilà, et donc c'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes à mettre, et puis parce que la danse a aussi des outils d'analyse. Voilà, parce que ça aussi, quand on travaille en interdisciplinarité, comment on échange les outils pour changer les visions. Donc voilà, et donc la question du langage, par exemple, moi j'ai commencé à dire, eh ben, la danse peut s'analyser avec des actions, avec des gestes de la main, des gestes déplacés, avec des signes, avec de l'espace, avec du temps, avec des directions. Donc à partir de là, déjà, il se passe des choses pour tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que les enfants identifient très très vite la danse. C'est-à-dire que moi, je fais des spectacles pour les tout petits, par exemple, quand je danse, les enfants vivent très fort ce qu'ils voient selon où ils sont, où ils le disent. Et donc, ils tombent, ils roulent, il est couché. Donc ça, c'est de la danse. Voilà. Sauf que nous, les adultes, on cherche peut-être le joli ou ce qu'on a comme référence par rapport au mouvement. Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, c'est vraiment des choses qu'on a mis en jeu ensemble. Voilà. Et après, donc, on a proposé un espace d'exploration avec les tout petits. Donc, il y a 3 enfants à chaque fois, quelqu'un qui filme et puis une personne référente, puisque c'est les enfants de la crèche, puisque le labo a la chance d'avoir une crèche juste en dessous. Et donc, en fait, en commençant à analyser les images, je me suis rendu compte, parce qu'on va parler aussi de la question de la temporalité, et ça, c'est une chose qu'on a aussi discuté ensemble quand on a conçu le projet. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que les enfants, les bébés, construisent leur espace d'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils choisissent ce qu'ils construisent. Et donc, on a fait déjà 3 séances avec les mêmes enfants, et donc on voit aussi ce qui
naviguent d'une fois à l'autre. Et donc, en fait, la question des enfants et de la création, c'est que si on leur laisse, on leur donne un espace, un temps, ils peuvent prendre en charge ça. Et ils sont intentionnels, c'est-à-dire ils savent très bien quand ils s'arrêtent pour faire une pause et quand ils s'arrêtent parce qu'il faut finir. Voilà, et donc toutes ces questions-là viennent aussi toucher des choses qui, moi, me questionnent beaucoup en danse, la question de la durée. qu'on va Jusque- présenter là, la voilà. durée. Ouais, non, mais parce que la durée, c'est aussi, c'est pas du temps. La durée, c'est quelque chose qui se vit. Et par exemple, moi, quand je commence un projet en création, je suis quelqu'un du processus, je ne sais pas combien de temps va durer le projet. Sauf qu'à un moment donné, le projet est fini. C'est lui qui décide de sa fin. Et les enfants font pareil, ils décident de la fin d'une expérience. Donc là, nous avons l'hypothèse. Voilà. Et donc, l'hypothèse, c'est que les enfants proposent leur propre chorégraphie. Et une chorégraphie, qu'est-ce que c'est? C'est du mouvement, des gestes, mais c'est aussi de la relation. Qui fait quoi, quand, comment et où? Déjà, voilà, c'est ça la chorégraphie. C'est aussi place, parcours. Et on peut regarder n'importe quelle danse, de la danse indienne, de la danse folklorique, avec ces éléments-là, et on voit que toutes les danses ont ces mêmes principes. Donc, ça se passe tout seul, ça se passe à deux, ça se passe proche. Voilà, donc toutes ces questions-là font la chorégraphie. Et donc, on déplace un tout petit peu la question de la danse. Et nous avons un objectif, c'est vraiment présenter cette expression langagère multimodale de bébé en tant que chorégraphe. Voilà. Méthodologie. Alors, on a deux groupes, des enfants, chaque fois 3 enfants. On a les moyennes d'âge là que vous pouvez suivre. Et l'idée qu'on a discuté, moi et Thierry, avant de commencer, c'était pourquoi pas, c'est une idée de Thierry, qu'est-ce qui se passe quand on voit et on revoit quelque chose, comme si on va 2 fois au cinéma voir les mêmes films. Dans ces esprits, donc, nous avons créé une méthodologie qui envoie les mêmes bébés 24 heures après et un mois après. Donc, nous avons un groupe qui a vécu les voir-revoir avec un intervalle de 24 heures, un autre groupe qui a vécu cette voir-revoir avec 30 jours. Et on va encore faire ça en septembre, 6 mois après du premier rencontre. Donc, ça nous a permis d'étudier. Là, nous avons déjà, j'ai vu ce matin, les collègues qui parlaient là, combien ça dure, combien de temps il faut pour analyser des vidéos, etc. Donc, nous avons déjà beaucoup, beaucoup de matériaux. Et on va vous présenter juste un extrait pour montrer comment on travaille, quelle est la procédure dans ce moment, donc pour des analyses, par exemple. Donc là, je vous propose juste de regarder un extrait que nous avons choisi de façon assez attentive qui nous permettent après de vous montrer comme nous, on est en train de voir. Je ne sais pas si on ne pouvait pas encore baisser plus la lumière, non? On voit bien? Très bien, merci. Alors, nous avons choisi ces extraits. Pour nous, c'est vraiment un moment très chorégraphique, organisé avec le début, la fin, des moments d'échange. Nous commençons donc à analyser ces extraits-là. Hop là. Donc là, on a la narrativité en même temps. Donc à gauche, nous avons les secondes et après, nous avons la référente Thierry, un des enfants, l'autre enfant, l'enfant 2, l'enfant 3, et on peut voir la narrativité. Donc, c'est Manuela qui est en train d'analyser pour tous les vidéos que nous avons la narrativité. Qu'est-ce qui se passe à chaque moment pour chaque personne qui est dans la scène? Donc là, on a toujours les mêmes.
Et on pouvait lire là, mais c'est trop petit, on ne va pas euh, vous détailler tout ça, mais ça donne une idée de la procédure. Ou sinon, on peut faire ça aussi avec la partition qui était écrite par Thierry. Donc là, on va voir la partition à droite. Toujours la même scène, hein. Tu veux lire, Thierry? Bah, j'aime bien l'idée que vous puissiez lire parce qu'en fait, je pense qu'en lisant, vous vous rendez compte que vous dansez. D'accord. Parce que marche, marche, balance, balance, c'est pas ce que vous voyez en fait. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Marche, marche, balance. Où peut se passer la danse? Alors, ça va plus vite à faire qu'à Oui. écrire et à lire. Parce que c'est très subtil, hein. C'est très subtil. Il y a des changements de pied. Ça- Oui. Et on peut aussi, à partir de toutes ces micro-analyses qu'on fait avec un logiciel qui s'appelle Etlin, on peut aussi voir qu'est-ce qui nous tient au cœur, c'est l'intentionnalité de l'enfant. Donc, on voit qu'il y a vraiment des projets dans sa tête. Au moment qu'on commence là avec sa petite, donc elle va regarder où elle va. Là, elle silence, mais elle ne silence pas de la même façon, parce qu'elle va faire ça de différentes façons. Je ne pense pas qu'elle a beaucoup la possibilité de voir des gens qui marchent comme ça autour d'elle. Donc, elle se permet vraiment d'oser faire un projet, la regarde, la silence. Là, c'est Thierry qui va accepter l'invitation de la petite. Et c'est incroyable comme on voit que là, c'est possible de faire ensemble. C'est vraiment partagé, mais toujours l'initiative part de l'enfant. On voit même qu'elle garde la distance. Il n'y a rien au hasard, c'est un projet. J'adore la fin là où finalement on voit que là se tourne et voilà, c'est bon, on s'arrête, on a fait là notre partie. C'est une vraie chorégraphie là qu'on vient de voir. Mais il y a aussi la question de l'attention, qu'on peut parler sur ça, parce que même moi, j'ai dit à Thierry, je vais raconter, parce qu'en fait, moi, chercheuse, carré, etc., j'ai dit, mais voilà, très bien, on fait plein, plein, plein de réunions, hein. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'heures on a déjà passé sur ces projets. Avec plaisir. Et là, donc, à Lyon, on était, cette soirée-là, on était à Lyon, on travaille les soirs aussi, hein. Moi, je dis, mais très bien, donc viens à Paris, on va faire ça, on va avoir des enfants, des parents qui sont d'accord, des enfants qui sont d'accord, et on fait 15 minutes. Et là, il y a Thierry qui m'arrête en disant, mais pourquoi 15 minutes? Mais la littérature dit ça, que l'enfant, il n'est pas attentif, plus de 15 minutes, ça sera dur, on ne sait pas. Et du coup, on dit, mais voilà, ça sera l'occasion de vérifier. Et je me lançais dans l'idée de Thierry, on va faire 1 heure, on va faire plus d'1 heure, on va faire jusqu'au moment que l'enfant nous montre que c'est bon, c'est fini. Et en regardant, en faisant des analyses statistiques, nous avons trouvé je parle d'une science là, qui a comme durée 1h05. En moyenne, les enfants ont resté 51 minutes attentifs. C'est pas du tout qu'on s'attend là. Loin de ça. Et en plus, les temps qu'ils ne sont pas attentifs, on se pose des questions. Tu veux développer là, Thierry? Oui. Moi, je suis aussi praticien Feldenkrais. Donc, il y a tout. Ah oui. Je suis aussi praticien Feldenkrais et il y a toute une partie de l'enseignement. Donc, c'est la prise de conscience par le mouvement. Donc, il s'est beaucoup inspiré du développement des enfants. Donc, on replonge dans toute l'organisation gestuelle, puisqu'on parlait de ça aussi, comment les enfants, selon leur contexte, ont réduit toutes les possibilités de connexion physique qu'ils ont, donc d'aller mettre le petit doigt de pied dans l'oreille, des choses comme ça, ou de bouger tous les doigts de pied indépendamment. Et en fait, chez Feldenkrais, il y a une chose qui est très essentielle, c'est-à-dire que quand on prend une leçon, il faut toujours laisser un temps de 15 à 20 minutes pour que le corps puisse intégrer
ce qui s'est passé, puisqu'on vient changer le tonus musculaire, donc changer aussi le neurologique, et donc il faut que le corps puisse s'intégrer pour pas retomber tout de suite dans son habitude de faire. Et donc, moi, la question que je pose par rapport aux enfants, justement, sur des durées très longues, puisque des fois, je propose des ateliers qui durent 2 heures et demie, c'est parce que je crois beaucoup que les enfants vivent une expérience qui dure 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ils ont besoin d'un moment où ils repassent. Ils digèrent ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est très beau à voir, c'est que ils reviennent refaire la même expérience pour la compléter, ou ils vont faire autre chose. Et par contre, quand quelque chose est vraiment fini, ils ont des rituels. Moi, je sais que par exemple, quand c'est fini, ils vont vers la porte. Ils remettent leurs chaussures. Voilà. Et donc, toute cette question-là d'inattention, je suis en train de poser la question, est-ce que c'est de l'inattention vraiment, du décrochage, là où il faut arrêter, ou c'est simplement le temps où j'ai besoin de laisser déposer tout ce que j'ai vécu. Donc du coup, on vient encore resserrer un peu cette question-là. Et ça pose du coup la question aussi, qu'est-ce que c'est que l'attention? Est-ce que c'est habiter quelque chose, faire, d'être investi totalement? Voilà, donc du coup, la question de l'inattention est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de creuser, parce que moi, c'est aussi des choses que j'ai appelées des stratégies de ressourcement chez les petits. J'adore les enfants, quand il y en a cours d'atelier, il y en a un qui va vers une fenêtre pour se décrocher, mais parce qu'ils laissent tomber, d'autres qui s'assoient en plein milieu de la salle et qui attendent. Et donc, moi, ce que j'appelle vraiment des stratégies de ressourcement, et c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention avec les tout petits, et c'est surtout que, du coup, quel temps on propose aux enfants. Voilà. Donc, on cherche la danse, mais on trouve d'autres choses aussi. C'est ça la recherche. Et il y a un autre point qui m'a beaucoup touché, c'est la question de partage. Parce que là, pareil, hein, on rencontre partout l'idée que les enfants de cet âge-là, ils ne sont pas capables de faire ensemble. Donc, chacun joue à sa place. Et nous avons vu, là, c'est qu'une photo, mais nous avons vu beaucoup, beaucoup de moments où il y a un projet des groupes. Donc, les enfants vraiment sont capables. Ah, je ne vois pas d'ici. Oui, c'est tout bon. Je règle là. Oui. Parce qu'on va jusqu'à 15, c'est ça? Jusqu'à 15 heures, c'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon. Euh, alors, donc, nous avons aussi été émerveillés pour la possibilité des enfants de faire des choses, des projets ensemble. C'est aussi très intéressant et ça pose question parce que la littérature qui dit mais non, à cet âge, ils ne le font pas avec l'autre, c'est la littérature vers les années 50, où il n'y avait pas encore les crèches comme aujourd'hui. Donc, on parlait des enfants qui étaient à la maison, pas avec d'autres enfants. Aujourd'hui, pour les enfants qui sont en crèche, ils passent tous les jours, plusieurs heures par jour, avec les autres mêmes enfants. Donc, ça fait vraiment une autre façon de partager. Donc, nous, là, on n'a pas de résultats, hein, on pose des questions. On voudrait bien savoir bon, mais peut-être ils sont capables de faire ensemble, faire des projets ensemble bien avant qu'on s'imaginait. Donc là, quelques références et on va passer à la recherche musique avec Mariana. Merci. On continue en fait, hein, donc tout fait comme prévu. On y va. Alors, dans cette recherche, euh, voilà, tu commences, je parle le moment des méthodes si tu veux. Voilà. Merci. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être ici pour discuter sur ce projet. Je m'appelle Mariana Negri. Je suis un doctorant à l'Université Paris-Cité à l'école doctorale de psychanalyse et psychopathologie, en co-tutelle avec l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil, à l'école de musique. Donc, c'est un plaisir d'être ici avec Erika. Donc, aujourd'hui, je veux présenter ce projet intitulé Les bébés, nos musiciens et compositeurs. Allez-y. Là, c'est toi de me dire d'avancer, Allez. d'accord? Allez, c'est bon. Donc, mon objectif, c'est d'étudier les productions sonores de bébés en tant qu'expression de créativité. Dans ce cadre, notre hypothèse, c'est que les productions sonores de bébés peuvent avoir un caractère musical
et si les bébés sont capables de faire des musiques ou même de chanter. Alors, pour contexter cette réflexion, nous avons des expériences. Contextualiser cette réflexion. Et contester, on ne peut pas contester là. Oui, désolée. Pour contextualiser cette réflexion, appelons que les expériences musicales est omniprésente dans la vie d'un bébé. Nous savons que la musique, elle est présente chez les bébés, les humains, dans les contextes très variés, des publicités aux événements culturels. On passe par choisir personne, choix personnel de plaisir. On peut noter que le langage adressé au bébé, qui on appelle mamoné, comporte des caractéristiques musicales, une prosodie particulière avec une fréquence plus aiguë, l'allongée des voyelles, les répétitions. Il s'est créé aussi un effet mélodique. Il y a des autres recherches qui nous montrent que les bébés sont capables de reconnaître différents éléments, les éléments musicaux, l'intervalle des hautes, la tonalité, les rythmes, la pulsation, l'intensité, la durée, la répétition. Dès les premiers jours qu'ils présentent, dès les premiers jours de vie, les bébés présentent changements comportementaux et physiologiques lorsqu'ils sont exposés à différents types de chansons. Euh, Cependant, la majorité des travaux porte sur la perception sonore chez les bébés. Notre intérêt en revanche, c'est de porter sur la production sonore. Or, peu de recherches se sont penchées sur l'analyse des aspects musicaux au son produit pour les bébés, pour lui-même. Donc, par exemple, on a trouvé un article de 2020 qui dit qu'à partir de l'analyse des 229 enregistrements de bébés de l'âge de 1 à 5 mois, les auteurs ont comparé la vocalisation et s'ils produisent dans les contextes des paroles ou des chants. Ils ont observé que les co-vocalisations ont un plus longue dans les situations des paroles, qui c'est 92% des vocalisations se produisent dans le cadre des communications verbales, contre 8% des contextes des chants. Et pour Paris, en 2009, souligné que les chants spontanés, qui ça veut dire l'émission sonore différenciée de la langue parlée, elle ça commence entre 18 et 24 mois. Elle s'appuie notamment sur le travail de Dowling, 1984, qui confirme que les premières manifestations différenciées des chants et des productions de paroles, ça commence à partir de 18 mois. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est que nous présentons ici aujourd'hui, c'est justement d'interroger cette idée en analysant l'expression langagière, multimodale des bébés dans les débuts de sa vie et mettre les valeurs de leur potentiel de production musicale. Alors, on a déjà beaucoup travaillé sur cette recherche musique, chant chez les bébés et maintenant nous avons de la troisième méthodologie parce que pour l'instant nous n'avons pas trouvé la bonne. Donc on a commencé avec une méthode qui était aussi employée par l'équipe de Bernard Goltz dans les projets PIL, c'est-à-dire 3 minutes, donc on fait des vidéos de la mère avec les bébés, 3 minutes de façon spontanée, 3 minutes avec une chanson, 3 minutes avec un jouet. Et on a imaginé de profiter de ces 3 films pour voir à quel moment on va trouver des chants spontanés. Et nous avons trouvé que vraiment au moment que la mère chante, le bébé ne chante pas. Il entend la mère chanter. Donc l'hypothèse, dès qu'il y a quelqu'un qui chante, on chante aussi, ça ne marche pas. Après, on a passé à une 12e possibilité, c'était s'y mettre à disposition du bébé, être là, comme on voit sur la photo, et peut-être on filme, et il y a un moment qu'il va faire des productions sonores, on va voir c'est du chant, c'est pas chant.
Ça passe pas comme ça non plus. Et finalement, nous avons eu un insight un jour avec les films de la recherche danse en disant, mais si on cherche du chant spontané, il faut aller là où on ne cherche pas. Et du coup, on est là dans ce moment. On est en train de chercher s'il y a ou s'il n'y a pas de chant dans les séances qui étaient faites pour trouver de la danse. Là, je pense que ça va bien se passer. Mais on n'a pas de résultats encore, c'est tout nouveau. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir qu'on peut changer des méthodologies du côté recherche. Voilà, on fait, c'est pas vérifié. Donc, on va se poser la question pourquoi pas. Et là, on dit, ben, si on cherche doux et spontané, il faut chercher d'une autre façon. Donc, pendant la thèse de Mariana, on a déjà beaucoup, beaucoup travaillé, mais on a à la recherche tout le temps de ces chants spontanés. Donc, dans analyse un peu avant, mais dans ce moment-là, on fait des analyses en double aveugle avec des personnes qui n'ont pas dedans la recherche pour analyser. Et après, on va interpréter les données. Et maintenant, je désestrais pour la production sonore. Je pense on peut Voilà, faire on vous invite. à écouter. Non, c'est le contraire. C'est ça. Oui, 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 ça va aller. L'autre? Alors, que pensez-vous? C'est pareil, c'est différent, oui. Donc, pour nous, vraiment, les premiers extraits, ils nous fait penser au chant. Beau à dire, hein, dans la salle, ils ont dit presque une berceuse. Et les douzièmes, pas du tout de chant, hein. Là, on bavarde. Alors, Donc, ces observations sont préliminaires. Et je réforce notre hypothèse de quels les bébés sont capables d'utiliser les mots. Bien avant d'utiliser les mots pour parler, il est déjà un être sonore actif, capable de création vocale qui ont considéré comme musical et même comme une parole avec d'autres langues, dans une langue multimodale et singulière, comme nous a dit, proposé Erika. un langage multimodal. Oui. Donc, pour conclure, on a quand même laissé des temps pour des échanges. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui, ces images, ces idées qu'on développe là de façon très, très intense pour nous? Est-ce que vous pensez aussi qu'on est déjà au point de reconnaître les productions de bébés comme une production d'art ou on est loin de ça? Donc, on se pose la question, on a beaucoup de questionnements en ce moment et on voudrait bien vous écouter aussi. À la fin, on a une petite publicité. Donc, les Baby Labs Red Fimentin organisent une 12e journée qui se passe à Paris. Et là, on a Zoé Varier qui a fait les podcasts. Nous avons aussi la maire du 14e arrondissement de Paris qui va être avec nous. Catherine Perrault qui est présidente de l'association Loxy avec Bernard Goltz qui va être présente aussi. Donc là, on fait une journée avec les Baby Labs de Toulouse qui va être présente et les Baby Labs de Nanterre entre les recherches de Baby Lab et les partenariats que nous avons avec les crèches. Donc, ça se passe un lundi à Paris. Si vous fléchez les QR codes, ça tombe tout de suite sur l'information. Et aussi, il y a... Les jours 23 de... Ah, les 23, je n'ai pas dit, c'est pas une bonne publicité là. Donc, ça se passe le 23 juin à Paris. Et jusqu'après,
Donc, les 2, 3, 4 juillet à Paris aussi, en partenariat avec la Pitié-Salpêtrière et la Maison d'édition de langage, on fait un colloque franco-brésilien international transdisciplinaire sur les bébés à l'hôpital Tonon. Donc, n'hésite pas aussi de venir discuter avec nous à l'occasion. Et comme on travaille beaucoup, les 5 juillet, tout ça c'est avant l'été, pour donner de la possibilité de discuter ces sujets passionnant. Donc, on va passer une journée ensemble pour parler des recherches et arts, une journée immersive à Paris le 5 juillet. Vous avez aussi l'accès à toutes les infos sur les QR codes. Et là, donc, Thierry Lafont et moi, on prépare des choses avec des collègues artistes, d'autres chercheurs aussi. Mais ce sera une journée entière, un petit groupe pour bien travailler cette question. Donc, j'espère que ça peut aussi vous intéresser. Et maintenant, on est prêt on a fait 1h03. Et là, nous avons du temps pour des questions avec vous, qui ça nous intéresse beaucoup, beaucoup. Merci pour l'attention, pour la possibilité de présenter.